There's not many days that go by that I don't think of her. Her 20th anniversary year feels like a good time to remember, all the good things about her and La lumière de fin d'été sur le palais de Kensington semblait presque trompeuse par sa chaleur, car à l'intérieur des murs du palais, une découverte avait été faite qui glaçait chaque couloir. Une chambre verrouillée, cachée depuis près de 3 décennies, émergeait de la poussière et des verrous. Le numéro délavé peint sur la porte indiquait le 17B, le code d'un espace oublié, qui avait survécu aux rénovations, aux inspections et à la vigilance du personnel du palais. Lorsque la serrure s'est brisée, l'air vicié a emporté avec lui le poids d'un passé figé, un instant scellé depuis la nuit où la princesse Diana a perdu la vie à Paris. Dans la chambre obscure des reliques gisait intacte la robe bleu marine que Diana portait autrefois à Sydney, un miroir brisé, et des albums photos arborant les sourires innocents de William et Harry étaient recouverts d'une épaisse couche de poussière. Au cœur de la pièce se trouvait un coffret en argent gravé des mots pour les chercheurs de vérité seulement, Dispenser. Le choix de cette gravure n'était pas une simple question de sentiment. C'était la manière unique de Diana de laisser derrière elle à la fois un avertissement et un appel à l'action. Les mains de William tremblaient lorsqu'il souleva le couvercle non pas en prince, mais en fils, retraçant l'ombre de sa mère. Le coffret renfermait à la fois trésor et terreur. Parmi son contenu figuraient des codes cryptiques, un collier marqué des coordonnées de Genève et plus troublant encore, une lettre écrite quelques jours avant la mort de Diana. Elle y avouait des soupçons de corruption financière liés à des dons caritatifs blanchis via des comptes offshore. Ces notes mentionnaient, à plusieurs reprises, un personnage mystérieux appelé le courtier et une présence au sein même du palais connu sous le nom de Corbeau. Les mots de Diana frappèrent avec une intensité renouvelée, décrivant comment elle avait été suivie réduite au silence et consciente que si sa vie prenait fin brutalement, ce ne serait pas un accident. La lettre n'était pas adressée à une personne en particulier. C'était un testament destiné à quiconque aurait le courage de poursuivre son combat inachevé. La découverte de William n'est pas un fait isolé. La date de l'ouverture de la chambre coïncidait avec les préparatifs du 28e anniversaire de la mort de Diana, une commémoration qui attirait déjà l'attention des médias internationaux. De Reuters à la BBC, les agences de presse publiant des articles sur son héritage, la défiance du public envers les institutions et la fascination persistante pour les mystères non résolus entourant sa disparition. La découverte de cette chambre secrète, si elle venait à être divulguée, pourrait déclencher une tempête en Grande-Bretagne et au-delà. Ce qui a renforcé cette révélation, c'est le climat général de 2025. L'Europe était déjà perturbée par des débats sur la transparence, les fortunes offshore et l'imbrication de la politique et des réseaux financiers. Quelques mois plus tôt, Deutsche Welle et Al Jazeera avaient publié des rapports reliant d'importantes fondations européennes à des opérations de blanchiment d'argent transitant par la Suisse et les îles anglo-normandes. Dans ce contexte, les notes de Diana concernant les comptes genevois et les dons cachés n'apparaissaient plus comme les soupçons d'une femme vulnérable. Elles faisaient écho au scandale contemporain de corruption des élites, un phénomène où les causes caritatives masquent souvent des courants financiers plus sombres. Tandis que William épluchait les paroles de sa mère, il ressentit le choc entre le chagrin personnel et le devoir public. Son souvenir revint à cet instant dévastateur de 1997, lorsqu'à seulement 15 ans, il avait serré la main de son frère en silence. Aujourd'hui, près de 30 ans plus tard, le chagrin renaissait mais se transformait en détermination. Les preuves n'étaient là pas simplement personnelles, elles indiquaient un système prêt à effacer la dissidence. Diana l'avait pressenti, nommant la force invisible Corbeau et laissant derrière elle des fragments de preuves. William comprit que l'héritage qu'elle lui avait laissé n'était ni des bijoux ni des biens, mais le fardeau de découvrir la vérité. La gravité émotionnelle de la découverte fut amplifiée par une rencontre peu après. Camilla entra dans la pièce, les yeux rivés sur le coffret en argent. Sa voix était d'une douceur qui ne parvenait guère à apaiser le malaise grandissant en William. Elle lui conseilla de se défaire de souvenirs douloureux, mais son regard sembla se poser sur la clé qu'il tenait avec une froide reconnaissance qui le troubla profondément. Pour la première fois, William sentit que le danger décrit par Diana n'était peut-être pas une conspiration lointaine, mais quelque chose qui respirait entre les murs du palais. À la tombée de la nuit, le poids du coffret en argent pesait sur lui comme un serment. William était assis seul dans son bureau surplombant le jardin que Diana avait autrefois chéri. La lettre et la petite clé en acier étaient posées devant lui, éclairées par la lampe. Il relut les mots écrits de la main fragile de sa mère et eut l'impression qu'elle lui parlait à travers les décennies, l'exhortant à ne pas laisser sa mort se dissoudre dans le silence. La découverte de la chambre 17B était plus qu'une curiosité architecturale. C'était la porte d'entrée vers une histoire plus sombre reliant le palais à des réseaux secrets, des comptes bancaires étrangers et des voix murmurées. Pour Guillaume, ce fut à la fois une blessure ouverte et un appel aux armes.
L'anniversaire de la mort de Diana n'était plus seulement un moment de commémoration, il était devenu l'étincelle d'un jugement qui pouvait briser la monarchie ou la racheter. La question qui se posait était de savoir si Guillaume resterait le gardien du silence ou accepterait le péril de révéler au grand jour l'héritage inachevé de sa mère. L'air matinal de Genève était glacial et transperça le manteau de William lorsqu'il posa le pied sur le tarmac. Le voyage depuis Londres avait été rapide mais lourd d'impatience, car dans sa poche reposait la clé en acier marquée de l'insigne UBS et du numéro 9 5412. C'était le lien avec la piste laissée par Diana, un chemin qu'elle avait tracé avant sa mort. Aux yeux du monde extérieur, William n'était qu'un voyageur sous un faux nom, un homme d'affaires discret en visite dans l'une des capitales financières européennes. Pour lui-même, il était un fils porteur des derniers fragments de la vérité inachevée de sa mère. La ville autour du lac Léman brillait d'un calme trompeur, ses banques élégantes et ses rues immaculées masquant les secrets enfouis dans des coffres-forts et des registres codés. Pendant des décennies, la Suisse avait été au cœur d'intrigues financières et en 2025, elle restait sous surveillance étroite. Récemment encore, Reuters et Jane's Defense Weekly avaient révélé comment des réseaux de comptes cachés servaient à financer des ventes d'armes et des activités de lobbying politique sur tout le continent. Les allégations contre des organisations caritatives détournant des millions de livres sterling vers des sociétés écrans alimentèrent les débats européens sur la transparence. Dans ce contexte, les soupçons de Diana concernant les fonds détournés de ses tournées caritatives ne ressemblaient plus aux inquiétudes isolées d'une femme traquée. Ils reflétaient les gros titres qui continuaient à révéler les rouages cachés du pouvoir. Dans le hall de marbre de la banque, William annonça son pseudonyme Andrew Foster et présenta la clé. Il fut guidé vers une chambre où des portes d'acier scellaient des siècles de secrets. Au moment où la clé tournait, un clic métallique retentit irrévocable. Le coffre-fort fut placé devant lui, son poids disproportionné par rapport à sa taille, comme si chaque vérité cachée y avait été comprimée. Le couvercle se souleva pour révéler un épais dossier estampillé « Opération marionnette » aux côtés de vieilles cassettes VHS étiquetées avec des codes séquentiels. En ouvrant les pages des diagrammes s'étalaient sur le papier telle une toile d'araignée. Il reliait Artemis Holdings à Londres, Moroni AG à Zurich et la Lombard Bank à Genève, chacune reliée par des transactions codées. Des chiffres se répétaient sur les documents, notamment la séquence 2230417, un détail directement lié aux notes manuscrites de Diana. La précision glaciale des données anéantissait tout espoir que la mort de sa mère ait été accidentelle. Parmi les documents figurait un rapport dactylographié daté du 15 août 1997. Il détaillait un plan pour un accident simulé dans le tunnel de l'Alma, décrivant les véhicules, les itinéraires et les superviseurs. Un nom réapparut, Raven, nom de code d'une femme dont l'identité restait indéterminée mais dont la présence était constante dans les archives. Pour William, c'était comme un couteau dans la plaie. Sa mère était morte non par hasard mais par calcul. Les preuves ne se limitaient pas aux documents. Visionnée dans une pièce sombre fournie par la banque, l'une des cassettes montrait Diana en personne. Assise simplement, le regard lourd mais déterminé, elle parlait face caméra. Son message était clair, si cet enregistrement était surveillé, cela signifiait qu'elle avait été réduite au silence. Elle décrivait des pistes financières menant à des ventes d'armes et à des manipulations au plus haut niveau. Ses paroles résonnaient comme une prophétie. Elle désignait Raven comme coordinatrice, une voix britannique calme qu'elle avait entendue dans les couloirs du palais. Son appel n'était pas seulement pour la justice, mais pour le courage exhortant quiconque trouverait son témoignage à ne pas laisser sa mort se dissoudre dans le silence. Tandis que William observait l'image vacillante, les larmes jaillirent, mais elles étaient chargées d'une force nouvelle. Ce n'était plus seulement du chagrin, c'était une direction. Sa mère lui avait laissé non seulement des souvenirs, mais aussi des instructions. L'importance de ces révélations dépassait largement sa famille. Au moment même où William étudiait les documents, les gros titres internationaux regorgeaient d'histoires de procès pour corruption en Europe. L'arrestation de plusieurs responsables bancaires à Zurich pour trafic d'armes avait déjà choqué le continent. Le consortium international des journalistes d'investigation publiait des dossiers sur des structures offshore liées à des personnalités politiques et les conclusions de Diana faisaient indéniablement écho. Elle avait vu ce schéma avant le monde entier et l'avait payé de sa vie. En quittant la banque l'après-midi, Genevois lui semblait charger d'yeux invisibles. Les rues polies et ordonnées semblaient trompeuses. Chaque passant semblait être un observateur, le reflet de chaque voiture semblait le suivre. Un message anonyme vibra sur son téléphone l'invitant à cesser de creuser. Il l'ignora et éteignit son appareil. La route que Diana avait tracée était désormais la sienne et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Dans le calme de sa chambre d'hôtel, William étala le dossier sur le bureau. Les mots « Opération marionnette » étaient inscrits à l'encre rouge, un cruel rappel des ficelles tirées pour orchestrer la fin de sa mère. Il repensa à la façon dont ces derniers mots avaient parlé non seulement de corruption, mais aussi de trahison au sein du palais.
L'ombre de Raven n'était plus une vague menace. C'était une force vive qui imprégnait encore sa vie présente. La décision qui s'offrait à lui était difficile. Il pouvait protéger sa famille en occultant la vérité ou tout risquer pour l'affronter. Sa mère avait choisi le courage face à la peur. Aujourd'hui, en 2025, alors que le monde était déjà agité par les demandes de compte, son fils sentait que le flambeau lui était passé. La chambre close de Kensington avait ouvert une blessure, et les caveaux de Genève avaient transformé cette blessure en mission. Le silence de la nuit suisse n'était troublé que par un faible bruit de circulation et le son de sa plume griffonnant des notes. Il nota chaque chiffre, chaque nom, chaque code déterminé à ne laisser échapper aucun fragment de l'héritage de sa mère. Au fond de lui, le vœu était clair, il ne serait plus seulement l'héritier de la couronne. Il serait l'héritier du combat inachevé de Diana pour la vérité même si le prix à payer était insupportable. Les couloirs silencieux du palais de Kensington semblaient inchangés aux yeux du monde extérieur, mais pour William, ils étaient désormais chargés d'une menace sous-jacente. Chaque mur poli, chaque cadre doré semblait cacher des murmures. La voix dont Diana l'avait averti résonnait sans relâche dans ses pensées. Elle l'avait décrite comme calme, maîtrisée, presque apaisante, mais derrière elle se cachait une autorité froide. Elle lui avait donné un nom, Raven. Maintenant, après avoir écouté les enregistrements de Diana et s'être remémoré ses rencontres au palais, William commençait à relier des fragments de souvenirs. Il avait souvent entendu ce même calme dans les conversations lors de réceptions et de réunions privées, une voix qui masquait sa dureté de courtoisie. Le soupçon que Camilla incarnait cette menace invisible s'alourdissait. En public, elle affichait une expression posée, mais dans l'esprit de William, ses gestes subtils avaient une signification nouvelle. Il se souvenait de son regard s'attardant trop longtemps sur la clé en argent de la chambre 17B, de la faible lueur dans ses yeux avant qu'elle ne la masque sous un sourire. Il se souvenait de ses douces paroles l'exhortant à oublier le passé, une suggestion autrefois protectrice, mais qui sonnait désormais comme un avertissement. L'actualité internationale de l'époque a renforcé ce sentiment de connexion. Le Guardian et la BBC avaient récemment fait état d'enquêtes en cours sur des réseaux occultes au sein des monarchies européennes, notamment sur l'opacité financière des fondations caritatives. En Allemagne, des dosyleux avaient publié des révélations sur la manière dont certaines élites utilisaient leur position pour blanchir des fonds via l'aide humanitaire. Ces révélations reflétaient presque parfaitement les soupçons de Diana. Il ne s'agissait pas seulement de savoir si une maison royale pouvait être touchée par la corruption, mais dans quelle mesure son influence pouvait réduire au silence les voix dissidentes. Dans ce contexte plus vaste, la voix calme décrite dans les enregistrements de Diana ne ressemblait plus à un fantôme de palais isolé. Elle s'inscrivait dans les schémas mondiaux du pouvoir où les mots les plus discrets orientèrent souvent les actions les plus impitoyables. Guillaume peinait à accepter cette prise de conscience. Son devoir d'héritier avait toujours été fondé sur la tradition et la stabilité. Pourtant, les enregistrements de sa mère transformaient cette attente en piège. Le silence préserverait la couronne, mais cela signifierait aussi se rendre complice de son meurtre. Agir, c'était risquer de briser l'institution même sur laquelle sa vie était bâtie. Le conflit intérieur s'exacerbait à chaque nouvelle preuve. La pression ne tarda pas à se faire sentir. Des messages anonymes, brefs et directs arrivèrent sur son téléphone l'invitant à cesser. Il reçut des photos de ses enfants prises à distance, une forme d'intimidation qui rappelait étrangement les tactiques employées contre Diana. Les médias rapportèrent des cyber-intrusions ciblant des institutions britanniques, les analystes suggérant des liens avec des services de renseignement nationaux et étrangers. Le Financial Times souligna une recrudescence des campagnes de désinformation clandestines visant à discréditer les critiques des finances royales. Pour William, ces événements n'étaient plus abstraits. Ils s'inscrivaient dans la même tempête que sa mère avait décrite avant sa mort. La présence de Camilla dans ce récit était impossible à ignorer. Lors d'un thé, elle évoqua Genève avec une précision troublante, comme si elle était déjà au courant de son voyage. Il n'en avait parlé à personne, hormis à des contacts de sécurité de confiance, ce qui donnait à sa remarque désinvolte un ton menaçant. Il força un sourire poli, mais sentit le froid de ses paroles longtemps après. Les avertissements de Diana concernant une voix de femme calme semblaient résonner dans chaque syllabe. Parallèlement, William observait l'intensification des débats mondiaux sur le secret et la responsabilité. À Bruxelles, le Parlement européen débattait d'un contrôle plus strict des comptes offshore. À Washington, des rapports faisaient état de dossiers des services de renseignement américains reliant des membres de familles royales étrangères à des activités de lobbying clandestines. Des analystes d'Al Jazeera comparaient le sort de Diana aux risques encourus par les lanceurs d'alerte modernes. Son histoire était devenue plus qu'une tragédie personnelle, elle symbolisait le danger de la confrontation avec un pouvoir bien établi. Pour William, ces parallèles devinrent à la fois un fardeau et un guide. Chaque nouvelle renforçait l'idée que le silence n'était plus possible. Sa mère n'avait pas été la seule à découvrir des vérités dérangeantes. Le monde était désormais confronté à une influence cachée. Ignorer ce qu'elle avait laissé derrière elle reviendrait à trahir à la fois sa mémoire et l'élan d'une demande mondiale de transparence. Pourtant, le palais lui-même demeurait une forteresse aux routines tranquilles.
Dîners officiels, apparitions publiques et réunions de famille se poursuivaient comme si de rien n'était. Cette dualité pesait lourdement sur lui. À l'extérieur, on réclamait justice pour l'héritage de Diana, tandis qu'à l'intérieur, les murs semblaient y conçus pour étouffer toute trace de dissidence. Le contraste était étouffant et chaque mot poli prononcé à table résonnait comme un écho du contrôle de Raven. Les enregistrements laissés par Diana résonnaient dans son esprit. Elle avait parlé de Raven comme d'une figure du palais calme et inflexible, une femme dont la voix seule imposait l'obéissance. Chaque fois que William se repassait ces mots, il se surprenait à revivre des rencontres avec Camilla, des moments autrefois considérés comme ordinaires, mais désormais illuminés par la suspicion. Plus il tentait de dissocier le souvenir de la peur, plus il devenait indissociable. Dans ces moments d'intimité, il étudiait les documents de Genève cherchant des preuves dépassant les soupçons personnels. Les diagrammes, les comptes bancaires, les références codées, tout indiquait un réseau nécessitant un accès au palais. Il reconnaissait des signatures de surveillance des tampons rouges d'autorité des initiales qui ne pouvaient appartenir qu'à quelqu'un doté d'une connaissance intime. Chaque découverte le rapprochait de la conclusion que sa mère avait sous-entendu, le danger n'était pas extérieur mais intérieur. La menace n'était plus théorique. Des rapports faisaient état d'incidents étranges. Près de l'école de ses enfants, des véhicules tournoyaient trop longtemps, des silhouettes inconnues rôdaient dans les environs. Des contacts avec les services de renseignement confirmaient des tentatives d'infiltration des réseaux scolaires à l'aide d'appareils cachés. Ces avertissements aiguisèrent la vigilance de William. Diana avait prédit que le danger atteindrait ses enfants, et maintenant il semblait prêt à atteindre les siens. Cette voix calme n'était pas seulement l'écho du passé, elle façonnait activement son présent. Ce soir-là seul, dans son bureau, William étala les cassettes et les documents sur le bureau. La lumière de la lampe éclairait le tampon rouge de l'opération marionnette, l'encre délavée de l'écriture de Diana et les codes sordides reliant les comptes de Genève à des entités cachées. Il sentait la présence de sa mère à chaque page, l'incitant à avancer. Ses paroles fermes et inflexibles devinrent un mantra. Ne les laisse pas te réduire au silence. Dans ce silence, William comprit le sens de la voix calme de la femme. Ce n'était pas simplement le son de Raven, c'était le rappel que les puissances les plus dangereuses parlaient souvent à voix basse, se cachant derrière la civilité, attendant de frapper discrètement. Sa tâche n'était plus de savoir si la voix appartenait à Camilla ou à un autre personnage. Il s'agissait de briser l'emprise du silence qui permettait à ces voix de dicter l'histoire. L'ombre qui planait sur la quête de vérité de William commença à se transformer, passant d'un soupçon abstrait à une menace directe. Il ne s'agissait plus seulement de documents enfermés dans des coffres forts ou d'enregistrements sur lesquels s'inscrivait la voix de sa mère. Le danger commençait à s'étendre à ses enfants, brisant le fragile sentiment de sécurité au sein de sa famille. Le premier signe fut une enveloppe déposée à l'entrée de son bureau à Kensington Palace. À l'intérieur se trouvait une photo de George jouant avec des camarades de classe dans la cour d'une école prise à distance avec l'objectif indéniable d'une caméra de surveillance. En bas, à l'encre rouge, était écrit un avertissement terrifiant « Nous vous surveillons ». Le message força William à affronter ce que Diana avait écrit des années plus tôt. Elle avait parlé d'être suivie sa voiture, mise sur écoute, son téléphone sur écoute, ses déplacements surveillés jusqu'à se sentir prisonnière de sa propre vie. Il avait un temps pensé qu'une telle paranoïa ne pouvait s'étendre à son monde et pourtant, elle se reproduisait avec son propre fils comme cible. Cette nuit-là, il inspecta les chambres des enfants et remarqua une fine rayure le long du cadre de la fenêtre de George. Caché dans le bois, se trouvait un petit dispositif de localisation à peine visible, mais prouvant que quelqu'un s'était approché suffisamment près pour violer le caractère sacré de sa maison. Cette escalade reflétait des tendances observées depuis longtemps dans les cas d'intimidation. Des analystes de Reuters et d'Al Jazeera avaient récemment souligné comment les familles politiques d'Europe et du Moyen-Orient étaient soumises à une surveillance visant à instiller la peur et à imposer leur respect. En Ukraine, des figures de l'opposition ont fait état de tactiques similaires. Des photos de leurs enfants étaient diffusées anonymement en guise d'avertissement. En France, des procureurs avaient ouvert des enquêtes sur des tentatives de mise sur écoute des domiciles de lanceurs d'alerte. Ce que William subissait désormais n'était pas une attaque isolée, mais s'inscrivait dans une méthode de contrôle plus large, transcendant les frontières et les époques. La peur pour sa famille pesait plus lourd que tout risque personnel. Il contacta James Whitmore, un ancien agent de renseignement de confiance et ami de service militaire. Dans l'arrière-salle sombre d'un pub de Chelsea, William raconta les preuves, le dossier de Genève, les cassettes et maintenant les menaces. James écouta attentivement, confirmant ce que William soupçonnait déjà lorsque les enfants étaient pris pour cible, cela signifiait que les taux se resserraient. Il ne s'agissait plus d'intimidation marginale, mais d'une déclaration affirmant que les responsables du réseau étaient prêts à récidiver. La tension transparaissait au palais. Kate gardait son sang-froid en public, mais la nuit, ses mains tremblaient, en fermant les portes des chambres de leurs enfants. Elle rappela à William que Diana s'était battue non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses fils, et que leur devoir était désormais de se battre pour George, Charlotte et Louis.
Ces mots le calmèrent, même si la peur dans ses yeux reflétait la sienne. Le palais, avec ses salles majestueuses et ses jardins immaculés, était devenu un lieu de terreur silencieuse. À l'extérieur, le monde observait avec une suspicion croissante l'évolution de la situation autour de la monarchie. La Deutsche Welle rapportait le durcissement de la réglementation financière européenne, les commentateurs établissant des liens avec des scandales impliquant des fondations qui prétendaient y mener des missions caritatives tout en dissimulant d'immenses fortunes. À Londres, le Times publiait des éditoriaux s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles tant de questions sur la mort de Diana restaient sans réponse près de 3 décennies plus tard. Les réseaux sociaux amplifiaient les rumeurs selon lesquelles la famille était hantée par des secrets qui refusèrent de rester enfouis. Pour William, la pression extérieure aggravait son conflit intérieur. Sa mission privée commençait à se confondre avec une demande publique de rendre des comptes. L'intensité des menaces s'intensifia. Un matin, alors que Kate conduisait George à l'école, leur voiture heurta un obstacle volontairement placé sur la route. Un boulon en acier encastré dans le pneu arrière força le véhicule à s'immobiliser. On aurait pu croire à une coïncidence, mais combinée à la photo livrée quelques jours plus tôt, elle s'inscrivait dans un schéma inquiétant. Plus tard dans la journée, William découvrit un autre avertissement anonyme laissé dans son bureau, pas de mots, juste une simple image de George riant accompagnée de la même inscription à l'encre rouge. La tactique ressemblait étrangement à ce que Diana avait décrit dans ses enregistrements. Elle avait parlé de signaux subtils destinés à déstabiliser à sa paire la confiance à la faire se sentir encerclée. Son fils ressentait maintenant la même emprise. Il comprenait que le silence n'était pas une option. Se retirer équivaudrait à accepter que ses enfants vivent sous une menace permanente. Résister reviendrait à ouvrir la voie à une escalade. C'était un dilemme cruel, mais inévitable. Dans les semaines qui suivirent, William entreprit de mettre en place un système de protection parallèle. Il se coordonna avec James pour réunir un petit groupe d'anciens agents de renseignement de confiance des hommes liés non par des obligations royales, mais par une loyauté forgée par le service. Ils cartographièrent les itinéraires scolaires des enfants, étudièrent les goulots d'étranglement et élaborèrent des contre-mesures. Pour la première fois, l'héritier du trône britannique menait ce qui ressemblait à une opération de sécurité clandestine au sein de son propre royaume, à l'abri des regards même du palais. Le soir, il était assis dans son bureau, les documents de Genève étalés devant lui, l'écriture de Diana se détachant brutalement sur le papier jauni. Ces mots résonnaient comme un hymne, ne les laissez pas vous réduire au silence. Il comprenait désormais que les menaces contre George et Charlotte n'étaient pas seulement destinées à l'intimider. Elles étaient le levier ultime pour briser sa détermination, pour garantir que la vérité demeurera à jamais cachée. Sa mère avait pressenti ce moment, et ses avertissements lui avaient donné de la force. À la fin de l'été, la détermination de William s'affermissait. Il ne se considérait plus seulement comme un fils vengeant sa mère. Il se considérait comme un père déterminé à protéger ses enfants du sort que Diana avait subi. L'opération marionnette n'était plus un mystère du passé, c'était une menace vivante dirigée contre sa lignée, s'étendant sur des décennies avec une précision effrayante. La question le tampon rouge sur la première page du dossier avait un poids que les mots seuls ne pouvaient exprimer. L'opération marionnette n'était pas un simple dossier de renseignement, c'était le plan d'un crime. Les documents présentèrent des instructions froides, des notes dactylographiées et des pistes financières codées qui pointaient directement vers la nuit parisienne où la voiture de Diana s'était écrasée dans le tunnel de l'Alma. Les pages parlèrent de véhicules mobilisés d'unités secondaires mises en alerte et de superviseurs identifiés uniquement par des noms de code. Parmi eux, le nom de Raven réapparut lié aux lignes hiérarchiques et à l'approbation finale. Pour William, ce langage stérile résonna comme une condamnation à mort écrite pour sa mère. Il réécouta les cassettes tard dans la nuit, la voix de sa mère emplissant son bureau. Les enregistrements n'étaient pas des messages de réconfort, mais des confessions faites à la hâte, une mère engagée dans une course contre la montre. Elle expliqua comment les fonds collectés sous le couvert de la compassion étaient redirigés vers des comptes fictifs. Elle exprima sa crainte d'être réduite au silence et avertit que ses enfants pourraient un jour devenir des cibles. Le ton calme de son discours contrastait fortement avec la terreur qu'elle décrivait, donnant à ses mots une portée inquiétante. Chaque phrase confirmait ce que les documents rendaient désormais indéniable. Diana n'était pas morte par hasard. Elle avait été effacée parce qu'elle avait trop révélé. Les parallèles avec les événements récents hors du palais étaient difficiles à ignorer. Au début de l'été, 2025 Reuters avait publié une série d'enquêtes sur l'utilisation de fonds caritatifs comme intermédiaires financiers pour des livraisons d'armes en Afrique et en Europe de l'Est. Jane's Defense Weekly avait détaillé comment des livraisons apparemment humanitaires étaient détournées vers des zones de conflit souvent sous la protection de réseaux bancaires anonymes. Ces rapports reflétaient presque exactement les schémas financiers des notes de Diana. Les accusations, autrefois spéculatives, étaient devenues des pratiques reconnues dans le monde entier. Diana avait été une lanceuse d'alerte avant-gardiste et son sort était un sombre avertissement quant aux limites que les puissants réseaux étaient prêts à franchir pour se protéger.
William comprenait que la révélation seule ne suffisait pas. L'histoire moderne avait montré comment les révélations, même indéniables, étaient souvent enfouies sous des couches de déni et de distraction. Il pensa aux Panama Papers dont les révélations avaient renversé des dirigeants dans certains pays, mais avaient été discrètement gérées dans d'autres. Il savait que le même mécanisme pourrait s'appliquer aux preuves de sa mère s'il n'agissait pas avec détermination. Ce qui l'attendait n'était pas seulement le devoir d'un fils, mais la responsabilité d'un témoin détenant des documents susceptibles d'ébranler la légitimité de la couronne. Le poids de cette responsabilité s'accrut à mesure que les menaces se multipliaient. Des rapports firent état de tentatives de mise en scène d'accidents impliquant ses enfants faisant écho aux tactiques qui avaient coûté la vie à Diana. Une collision évitée de justesse avec Charlotte au volant, un plan intercepté ciblant le trajet scolaire de George, chaque incident confirmait que l'opération marionnette n'était pas une relique du passé. Elle était vivante, adaptée et déterminée à se répéter. Ce sont les paroles de la dernière cassette de Diana qui le frappèrent le plus. Quand on commence à cibler votre famille, c'est qu'on se prépare à frapper pour de bon. Les rencontres de Guillaume avec James Whitmore et le petit réseau d'alliés de confiance prirent l'allure de conseils de guerre. Des plans de Londres étaient étalés sur les tables indiquant les itinéraires scolaires, les points de contrôle et les angles morts. Chaque marque rouge représentait à la fois un danger et une opportunité de protection. Il s'agissait d'une opération clandestine menée dans l'ombre de la monarchie, une contre-opération contre les forces qui avaient autrefois contrôlé le palais. Pour la première fois, Guillaume sentit qu'il ne réagissait plus mais se préparait. Il ne laisserait pas le cycle de 1997 se répéter. Le dossier contenait un passage qui changeait tout. Un rapport daté du 15 août 1997 détaillait la phase 3 de l'opération marionnette. Il mentionnait le nom de Diana comme sujet dès le tunnel d'Alma comme site cible et un véhicule secondaire positionné comme assurance. La formulation clinique la dépouillait de son identité, la réduisant à un code dans un plan logistique. La dernière ligne disait « statut terminé, résultat réussi ». Les mains de William tremblaient en lisant ces mots, la réalité de la préméditation, annihilant tous les doutes auxquels il s'était accroché. La mort de sa mère avait été ordonnée, programmée et exécutée avec précision. La douleur de cette prise de conscience se mêla à la colère d'un père. Il ne parvenait plus à séparer le passé du présent. Les mêmes forces qui avaient réduit Diana au silence encerclaient désormais ses enfants. Se taire, c'était les contraindre à nouveau à réussir. Agir, c'était risquer de détruire la structure même qu'il était censé préserver. Pourtant, le silence avait déjà coûté la vie à sa mère. Le climat extérieur au palais nourrissait sa détermination. Partout en Europe, les mouvements en faveur de la transparence prenaient de l'ampleur. En Suisse, les procureurs gelaient au décompte liés à des réseaux illicites. En France, la pression montait pour une nouvelle enquête sur l'accident du tunnel de l'Alma. Les médias britanniques, bien que prudents, commencèrent à se faire l'écho du sentiment général selon lequel trop de questions restaient sans réponse. William comprit que le cours de l'histoire était en train de changer. S'il y avait un moment pour faire éclater la vérité au grand jour, c'était bien maintenant. Dans son bureau, entouré des pages éparses de l'opération marionnette, William contemplait les preuves qui liaient son destin à celui de sa mère. Il réalisait qu'il se trouvait à un carrefour où le silence signifiait complicité et la révélation confrontation. Sa décision n'était plus seulement personnelle, elle était historique. Le moment était venu pour l'héritier de la couronne de décider s'il en resterait le gardien ou s'il en deviendrait le rival. À l'aube sur Londres, son choix était clair. Il rassembla les documents, sécurisa les cassettes et prépara les preuves pour publication. L'héritage que Diana avait laissé n'était pas celui du silence, mais du courage. William jura que la vérité sur l'opération marionnette ne resterait pas dans l'ombre. Elle marquerait le début d'un jugement irrévocable. La tempête n'éclata pas dans des chambres secrètes, ni derrière des portes closes, mais sous le regard incessant de la presse. Dans un auditorium bondé, William s'avança vers une estrade où les caméras clignotaient comme des armes lumineuses. Il ne parlait plus en héritier du trône. Il parlait en fils de Diana, portant le poids de sa bataille inachevée. Il tenait à la main un disque dur contenant le dossier et les enregistrements, preuve que l'opération marionnette n'était pas qu'une simple rumeur. Les premières images à l'écran réduisirent la salle au silence. Diana apparut dans sa simple chemise blanche, les yeux rivés sur l'objectif, la voix basse mais ferme. Elle parla de la traçabilité des dons détournés vers des ventes d'armes et des manipulations orchestrées depuis l'intérieur du palais. Elle répéta son avertissement: si elle était morte, ce ne serait pas un accident. Les journalistes, aguerris par des années de couverture politique, se figèrent. C'était comme si elle était revenue au présent, exigeant enfin d'être entendue. William a suivi ses propos en découvrant les documents financiers découverts à Genève. Des organigrammes de comptes offshore, des virements codés via la Lombard Bank et des signatures liées à des sociétés londoniennes apparaissaient sur la projection.
Les journalistes murmuraient, tandis que les noms et les chiffres correspondaient aux fuites qui circulèrent déjà dans la presse européenne. Des documents des autorités zurichoises, gelant des comptes en lien avec un trafic d'armes, avaient fait la une des journaux quelques semaines auparavant. Désormais, les preuves de William reliaient directement ces mêmes structures financières aux événements de 1997. L'impact fut immédiat. Les médias internationaux retransmirent l'événement en direct sur BBC, CNN, Al Jazeera et DW. Les gros titres annoncèrent que la mort de Diana faisait partie d'une opération orchestrée. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, des millions de personnes regardant et partageant les images de sa voix. Des foules se rassemblèrent devant Buckingham Palace, tenant des roses blanches, scandant des slogans réclamant justice. L'anniversaire de sa mort, autrefois commémorative, se transforma en une vague de revendications publiques. Au palais, la tension était à son comble. Le sang-froid de Camilla vacillait sous le regard scrutateur des caméras. Lorsque les journalistes lui demandèrent si elle avait connaissance des réseaux financiers montrés à l'écran, son silence fut saisi avec une précision impitoyable. Des images de son visage pâle firent le tour du monde en quelques heures, suscitant des commentaires acerbes de la part des analystes et alimentant les spéculations sur ses liens avec Raven. Bien qu'elle ne dît rien, son absence de déni ne fit qu'accroître les soupçons. La déclaration de William dépassait les questions familiales. Il a appelé à une enquête internationale sur l'opération Marionnette, la qualifiant de crime non pas contre une personne en particulier, mais contre la justice elle-même. Sa déclaration a trouvé un écho dans un monde déjà agité par les révélations de pouvoirs cachés. En Allemagne, les commentateurs politiques ont comparé ses actions à celles des lanceurs d'alerte qui avaient dénoncé les états de surveillance. En France, les journaux ont soutenu qu'il était temps de rouvrir les enquêtes sur l'accident du tunnel de l'Alma. Aux États-Unis, des sénateurs ont cité l'histoire de Diana lors du débat sur la législation relative à la transparence financière. Les conséquences pour la monarchie furent sismiques. Pour la première fois dans l'histoire moderne, l'héritier de la couronne britannique s'opposa à l'institution même qu'il était censé protéger. La contradiction n'échappa pas à l'opinion publique. Certains louèrent son courage, le qualifiant de porte-parole d'une ère nouvelle. D'autres craignirent l'effondrement d'une institution essentielle à l'identité britannique. Pourtant, même les critiques reconnurent que les preuves qu'il révélait ne pouvaient être ignorées. Au fil des heures, les démissions se succédaient, de hauts responsables liés à la surveillance financière se retiraient discrètement. Les autorités suisses annonçaient de nouvelles enquêtes sur les comptes genevois liés à Artemis Holdings et Moroni AG. Le gouvernement britannique était confronté à des questions urgentes au Parlement, les leaders de l'opposition exigeant une transparence totale. Ce qui avait commencé par l'ouverture d'une salle close au palais de Kensington s'était transformé en un règlement de comptes international aux conséquences intercontinentales. Pour William, le choix était déjà fait. Il avait franchi le seuil où le silence était impossible. Il se souvenait des menaces contre George et Charlotte, des engins cachés, des photographies anonymes. Chacun lui rappelait que le prix de l'inaction était bien plus élevé que le risque d'être exposé. Il n'agissait plus seulement pour sa mère. Il agissait pour ses enfants, déterminés à ce qu'ils ne vivent pas dans la même ombre. Dans les jours qui suivirent, les places publiques se remplirent de veillées. Les gens portèrent des portraits de Diana, son sourire encadré de roses blanches. La fondation Diana pour la vérité fut créée, vouée à la transparence et au démantèlement des réseaux financiers clandestins. Son symbole, une rose blanche cerclée d'argent, devint un emblème de résistance au silence. William s'adressa à la foule lors de son lancement d'une voix assurée malgré les cicatrices du chagrin dans ses yeux. Il déclara que ce n'était pas la fin de l'histoire de sa mère, mais le début d'une ère nouvelle où la vérité ne serait pas enterrée. La réaction mondiale a confirmé que la révélation avait brisé les barrières. À Zurich, les autorités ont gelé plusieurs comptes liés à l'opération. À Paris, une foule s'est rassemblée au tunnel de l'Alma, déposant des fleurs et des bougies à la mémoire de Diana. Sur les réseaux sociaux, ses paroles enregistrées ont été écoutées des millions de fois, sa voix traversant les décennies pour inspirer une nouvelle génération. Le jugement atteignit également le cœur de Londres. Des foules se rassemblèrent devant le palais de Buckingham, scandant des slogans exigeant des comptes. La monarchie elle-même, autrefois protégée par des siècles de tradition, risquait de s'effondrer sous le poids de ses propres secrets. Pourtant, au milieu de la tourmente, Guillaume resta plus fier que jamais. Les caméras, qu'il avait autrefois immortalisé en enfant en deuil, le capturèrent désormais comme un homme ayant choisi la vérité plutôt que le silence. Le souvenir de Diana subsistait dans chaque image, chaque gros titre, chaque chant de la foule. Elle avait été réduite au silence de son vivant, mais ses paroles étaient revenues dans la voix de son fils. L'héritage qu'elle avait laissé derrière elle n'était plus seulement un murmure dans des pièces closes. Il était devenu une force portée par des millions de personnes, une exigence que justice soit faite et que l'avenir ne soit plus façonné par un pouvoir occulte. À l'approche de l'automne, le monde a reconnu qu'une limite avait été franchie. La monarchie ne pourrait plus jamais redevenir ce qu'elle était. L'opération Marionnette était révélée la voix calme du corbeau démasqué comme l'incarnation même du silence, et le vœu de William avait été tenu. La mort de sa mère n'était plus une tragédie non résolue.
Elle était devenue le catalyseur d'un appel mondial à la vérité.